Donc, chers amis, on va enchaîner sur une autre session du cancer de la prostate. Donc, on va commencer par si Amin Slaoui qui va nous parler du traitement Foucault en 2026. Alors, bonjour tout le monde. Merci au comité organisateur de m'avoir permis de présenter aujourd'hui l'actualité sur les traitements Foucault en 2026. C'est un sujet de débat, il y a beaucoup de débats et d'ailleurs récemment, même au sein de notre groupe AMU, au niveau sur WhatsApp. Alors le traitement focal, il y a une révolution en fait. Dans les années 70, quand on parlait de traitement focal pour les tumeurs du sein, en fait, c'était l'équivalent d'une mauvaise pratique. On parlait même de meurtre. Puis, juste avant les années 2000, une personne qui a bénéficié d'une mastectomie totale, elle a poursuivi en justice son médecin en disant qu'il ne lui avait pas proposé d'autres stratégies thérapeutiques. Donc il y a eu un changement de paradigme pour les tumeurs du sein, et peut-être que ça viendra aussi pour les tumeurs de la prostate. Alors, il faut d'abord définir. La définition officielle est devenue par le consortium international Falcom, qui définit le traitement focal comme étant une thérapie ablative ciblant délibérément uniquement une lésion index, qui serait significative. Ça serait du cancer de prostate significatif. Et il faut absolument éviter toutes les zones saines. Pourquoi? Pour éviter les structures fonctionnelles, notamment les nerfs érecteurs, et le sphincter et l'urètre. Et parti de là, on a eu deux notions. La notion de récidive infield, c'est-à-dire au niveau de la région qui a été traitée, ou la notion de récidive outfield, c'est-à-dire une récidive loin de la région qui a été traitée. Et ces deux notions sont importantes. Le sujet aussi à controverse, c'est où placer cette thérapie focale. Où la placer? Alors finalement, d'un côté, on a la surveillance active, on ne traite pas de manière immédiate le malade, mais il a une anxiété qui est persistante, il y a aussi un risque de progression. De l'autre côté, si on a recours à un traitement radical, le malade risque d'avoir une incontinence, il risque d'avoir une dysfonction érectile. Et peut-être que le traitement focal sera ou pourrait être une troisième voie qui, entre les deux, permet de préserver certaines fonctions et de diminuer, et tout en traitant la lésion index. Donc, quels sont les critères d'éligibilité des malades? Il faut d'abord bien les sélectionner. Ça sera souvent des malades faibles, de risque faible ou risque intermédiaire. Qui dit risque faible ou intermédiaire, c'est un PSA de moins de 20. Et bien sûr, il faut avoir une lésion au niveau de l'IRM. La lésion, on la définira comme étant PAIRAS supérieur ou égal à 3 pour pouvoir la cibler. Idéalement, le malade devrait avoir un volume prostatique de moins de 80. Donc finalement, comment ça se passe? On fait une IRM, on retrouve la lésion index, on fait une cartographie de cette lésion, on planifie un traitement avec des marges de plus ou moins de 3 mm, c'est ce qui a été accepté. On a recours au traitement focal et on contrôle de manière régulière. Il y a différentes stratégies d'ablation. On peut avoir une ablation unifocale ou même multifocale, une ablation par zone ou subtotale, hémi-ablation et ablation totale. Et ces différentes techniques dépendent aussi de la stratégie adaptée, c'est-à-dire de l'énergie utilisée. Il y a dans l'ensemble 6 techniques focales. L'IFU, la cryothérapie, l'électroporation, la photothérapie vasculaire, le TMA et la curithérapie de bas débit. Passons celle dont on en parle le plus, le HIFU. Alors finalement, l'HIFU a bénéficié d'une grande évolution technologique. Au départ, c'était absolument des hémiablations, des ablations totales. C'était l'ancienne machine. Actuellement, on appelle ça l'ablaterme. Actuellement, on a le Focal One et le Focal One I qui permettent vraiment de traiter que la lésion index, et de manière plus précise. Les résultats à court terme, et je rappelle bien à court terme, sont probants, avec selon des cohortes, plus de 20 cohortes, il y a une méta-analyse qui est sortie en 2025 qui parle d'une survie sans récidive de 98% et d'une continence préservée à 98%. J'ai eu l'occasion de voir l'ablaterme en Belgique. Ils n'en parlent pas au niveau de l'étude, mais j'ai vu plusieurs fistules rectales. Urétro-rectale, il y en avait, et surtout quand les malades font des résections, surtout quand elles sont mal faites, les résections de prostate. La deuxième technique, c'est la cryothérapie. C'est le même principe, c'est une thérapie thermique. On va diminuer la température à moins 40, on va remonter la température et on redescend encore une fois à moins 40. On a de très bons résultats à court terme, 99% de survie spécifique, une continence conservée. Néanmoins,
il y a aussi, dans ce cas-là, des fistules urétrorectales qui vont jusqu'à 1%. Bon, la curithérapie, je pense qu'on la connaît depuis longtemps. On en a fait même à Rabat. 98% de survie spécifique, 99% de continence préservée. Encore une fois, cette curithérapie dépendra de l'imagerie. Plus l'imagerie est bien faite, plus on va mieux localiser la zone et plus l'iode 125 qu'on va implanter sous guidage échographique dépendra bien sûr de la zone cible et de la dosimétrie faite juste avant. On parle aussi beaucoup aux États-Unis de cette technique. Cette technique, c'est quoi? C'est qu'on a deux aiguilles, on appelle ça l'électroporation. On introduit deux techniques, une avec un courant positif, l'autre avec un courant négatif. Et c'est cette différentielle de courant qui va engendrer des lésions de la membrane cellulaire. Ça va créer des pores et on aura une apoptose de la cellule. Les résultats ont été tellement bons que la FDA lui a donné le statut de 510 clearance. Ça veut dire qu'ils ne vont pas passer par toutes les étapes de l'approbation FDA. Et actuellement, elle est en cours d'approbation. On peut avoir ce genre d'approbation par la FDA quand les résultats sont similaires à une autre technique, ou même mieux qu'une autre technique, avec les mêmes résultats. On parle aussi de la photothérapie vasculaire. La photothérapie vasculaire, le principe, c'est quoi? C'est qu'on injecte un produit, puis après, on utilise un laser qui engendre une obstruction des vaisseaux. Cette technique permet d'avoir une continence préservée à 100%, mais on a une diminution. On arrive à avoir une diminution de la progression vers le traitement radical. Et si on compare par rapport à la surveillance active engendre jusqu'à 58% de progression vers le traitement radical, alors qu'ici, on a 28% de traitement radical en 5 ans. Les érections sont préservées à 76%. Enfin, une technique dont on a parlé énormément, elle a été présentée même, c'est l'étude Violette qui a été présentée récemment à l'EAU 2026. L'étude Violette, c'est quoi? On utilise le système Coelis, et avec ce système Coelis, on a une aiguille qui va utiliser des micro-ondes. On va faire le même contouring qu'on fait pour les biopsies ciblées, exactement le même. On va rajouter un périmètre de 3 mm pour garantir des marges de sécurité. On va injecter une seule aiguille avec un guidage échographique, comme vous le voyez, transpérinéal, et le malade va pouvoir bénéficier d'une sortie d'un traitement ambulatoire. À 1 an, on a retrouvé 82% de biopsies négatives in-field. Ça veut dire qu'ils ont repris les malades à 1 an, ils ont rebiopsié cette lésion index, et dans 82%, les lésions étaient négatives. Les malades, on peut avoir une continence conservée à 99%. Les résultats ont fait débat, et actuellement, il y a toute une discussion sur cette technique parce que les résultats ont l'air bons. Bien meilleurs que les autres techniques actuellement. Donc finalement, comme vous le voyez, la survie spécifique ou la survie globale à 3 ans de ces 3 techniques ou de ces 6 techniques est relativement bonne, même très bonne. On ne peut pas comparer les techniques l'une à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'études qui ont été faites pour comparer l'étude LIFU par rapport au TMA, etc. On n'a pas le droit de comparer les techniques entre elles. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'à 1 an, les récidives in-field, c'est-à-dire si on refait la biopsie au niveau de la zone, on a plus ou moins 10% de localisation positive. Donc, si on prend le traitement inverse, dans 90%, les résultats sont positifs. Là où cette technique fait mieux que le traitement radical, c'est dans la qualité de vie. Il y a une amélioration de la continence. On a vu jusqu'à 97% de continence par rapport à, en moyenne, 80% pour la prostatectomie radicale. Et la fonction érectile, on a des résultats de 76% par rapport à 50% pour la fonction érectile. Ici, encore une fois, la récupération est rapide et la plupart des traitements sont ambulatoires. Et même s'il y a une récidive, on peut toujours retraiter, avoir recours à un traitement radical après avoir fait un traitement focal. Il faut bien définir le protocole de suivi parce que là, il est primordial. Donc, comment ça se passe? On a recours à la thérapie focale. 3 mois plus tard, on fait une IRM. 3 mois plus tard, c'est-à-dire au bout de 6 mois, il faut biopsie in-field, vérifier est-ce que localement, on a efficace ou pas. 1 an plus tard, il faudra rebiopsier in-field et out-field, c'est-à-dire au niveau de la lésion index et dans le pourtour de la prostate. Et bien sûr, suivre le PSA
et avoir recours à des IRM annuels, comparatifs, bien sûr. Mais que disent les guidelines? Les guidelines sont claires. Toutes ces techniques, toutes les techniques focales, actuellement, elles ne sont que réservées au traitement, aux essais cliniques. Pourquoi? Parce qu'on a des résultats à court terme, à 3 ans, à 5 ans, à 4 ans, mais on n'a pas de résultats à long terme, et encore moins, on n'a pas de résultats comparant thérapie focale et thérapie radicale. Là où les études viennent, vous avez vu ici, il y a l'étude de Violette dont je vous ai parlé en 2026, mais il y a l'étude, par exemple, TULSA-PRO contre la prostatectomie radicale. Actuellement, elle est en cours. Le TULSA-PRO, c'est quoi? C'est que la biopsie sera faite par guidage IRM. C'est l'IRM qui va permettre de guider le traitement focal, et ce n'est plus l'échographie. Et là, on va comparer thérapie focale guidée par l'IRM contre prostatectomie radicale. Ça pourrait être, on pourra avoir les résultats, et là, on pourra dire est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette thérapie focale ou pas. Quelles sont les tendances en 2026? Les tendances en 2026, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire le contouring. Ceux qui ont utilisé le logiciel Coelis savent que ça prend beaucoup de temps de faire du contouring. Là, en 5 secondes, ils ont leur contouring. Et donc, en 5 secondes, on a la stratégie thérapeutique. Il suffit de mettre l'aiguille. Deuxième axe de développement, c'est à la place d'utiliser l'IRM, peut-être qu'on pourrait utiliser le ciblage par PET-PSMA. Utiliser le PET-PSMA et faire des fusions PET-PSMA échographie. Et biopsie les lésions qui sont positives au PET-PSMA, parce que des fois, il y a des lésions qui ne sont pas vues à l'IRM, qui sont vues au PET-PSMA. Troisième axe de développement, c'est l'intelligence artificielle pour modéliser les récidives, que ce soit des récidives in-field ou des récidives out-field. Ils ont fait une étude pour comparer le coût de la thérapie focale par rapport à la prostatectomie radicale. La thérapie focale reste moins chère que la prostatectomie radicale. Donc finalement, pour conclure, la thérapie focale pourrait être la troisième voie entre la surveillance active et le traitement radical. À court terme, et je dis bien à court terme, les résultats sont probants. Vous voyez une survie globale de presque 98% à 5 ans, mais la surveillance active aussi a ses résultats à 5 ans. Donc est-ce qu'on rend service aux malades? On ne le sait pas. Il faut voir à long terme, c'est-à-dire au-delà de 10 ans, est-ce qu'on est meilleur que la surveillance active ou pas? C'est ça la question. L'avantage fonctionnel, il est net. On a une continence de 98%, des érections de 74 à 80%. Quand on les compare à la prostatectomie radicale, c'est plus ou moins du 50%. La nouveauté, c'est l'électroporation qui a eu l'accord FDA. Et en 2026, on a eu l'étude Violette sur le système Coelis, TMA Coelis. Les guidelines, actuellement, la posture, elle est inchangée. La thérapie focale, elle est toujours uniquement au niveau des essais. Et la révolution en cours, et qui viendra dans l'avenir, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle dans le mapping, dans la stratégie thérapeutique, prédire la récidive, et aussi l'intégration du PSMA dans le ciblage de ces lésions, ou l'IRM dans le traitement, guider la thérapie focale par l'IRM et plus par l'échographie. Merci beaucoup. Alors voilà, on m'a chargé de parler des biopsies fusion en tant que biopsie ciblée pour la prostate. Alors, vous savez que les techniques de biopsie ont évolué donc, ces dernières années. Alors, on est passé des cytoponctions par ponction aspiration transpérinéale au prélèvement de carottes tissulaires, du guidage au doigt à la biopsie ciblée par IRM multiparamétrique, de la transrectale à la transpérinéale. Donc, les techniques de biopsie ciblée par fusion, qu'elles soient des biopsies cognitives, fusion cognitive, ou bien fusion par logiciel, ou bien MRI inborn, c'est-à-dire sur table d'IRM, donc ils ont permis d'améliorer le diagnostic de cancer de prostate significatif, c'est-à-dire des cancers ESUP au-delà de 2. Donc, avec des biopsies qui sont moins nombreuses et plus précises. Donc, vous savez que les premières biopsies, les premiers prélèvements tissulaires de la prostate ont été réalisés dans les années 20, avec initialement, c'était des biopsies par ponction transpérinéale. Et après, par la suite, avec le développement des ultrasons et la mise en place de la sonde endorectale, la voie transrectale pour réaliser les biopsies standards donc, a pris le sens.
Et c'est à partir de là qu'il y a plusieurs schémas de biopsie ont vu le jour, que ce soit par voie transrectale, notamment dans les années 80, début des années 90, les fameux biopsies en sextant de Hodge, et les biopsies de saturation, qu'ils soient transpérinéales ou bien transrectales. Le problème majeur des biopsies standards, c'est qu'elles ont un problème de surdiagnostic de forme cliniquement non significatif. Donc, comparé dans les séries aux biopsies ciblées, le taux de détection de cancer insignifiant était très élevé. Le deuxième problème de ces biopsies systématisées standards, c'est qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on a entre 20 à 40% des cas, on peut passer à côté d'un cancer cliniquement significatif. Alors, c'est pour cette raison que le tournant majeur dans l'évolution de l'histoire de la biopsie prostatique, c'était la standardisation de l'interprétation de l'IRM multiparamétrique avec l'introduction des systèmes PERATS côté de 1 à 5. Et c'est à partir de là que l'IRM, avec les différentes séquences pondérées T2, diffusion, perfusion, permettent actuellement une localisation plus précise des lésions avec une augmentation de la sensibilité diagnostique qui passe jusqu'à, pour les cancers significatifs, qui passe jusqu'à 85 à 95% avec une valeur prédictive négative qui est très élevée. Ça veut dire que ça permet d'éviter les biopsies inutiles. Alors c'est pour cette raison que l'IRM a été introduite progressivement dans les recommandations européennes entre 2014, où il n'était indiqué que chez les patients qui avaient une première série de biopsies négatives. En 2019, il est devenu un standard qui doit être pratiqué chez tout patient naïf de biopsie. Alors, plusieurs études ont démontré l'intérêt et la place de cette IRM pour cibler les biopsies et pour réaliser des biopsies systématisées. Alors, on a tout d'abord l'essai précision. C'est un essai qui est randomisé chez des patients naïfs de biopsie. C'est à peu près 500 patients. On a comparé deux bras, un bras biopsie ciblé, précédé par l'IRM, et un bras biopsie randomisé. Et on a conclu qu'il y a un grand avantage aux biopsies ciblées pour détecter les cancers significatifs, qui est de 38% versus seulement 26% pour les biopsies standardisées. Et que les biopsies ciblées par l'IRM permettent de réduire le taux de détection de cancers insignifiants, 9% contre 22% pour les biopsies randomisées. Un autre essai, c'est l'essai MRI First. Alors, c'est un essai prospectif multicentrique, 251 patients. Tous les patients avaient fait une IRM, on a fait l'IRM chez tous les patients. Ceux qui avaient une IRM négative, ils ont bénéficié d'une biopsie systématisée. Et les patients qui ont une IRM positive, ils ont bénéficié d'une biopsie ciblée et systématisée. Donc, et les résultats sont évidents. Les biopsies ciblées permettent un diagnostic de forme significative plus importante que les biopsies systématisées. Et ce diagnostic et ce chiffre va augmenter lorsqu'on combine les biopsies ciblées aux biopsies systématisées. Il va jusqu'à 21%. Alors, un autre essai, l'essai PROMISE, c'est un essai prospectif multicentrique. Donc, il a démontré chez 575 patients que les biopsies ciblées, comparées aux biopsies randomisées, elles ont une sensibilité qui est très élevée, de 93% versus 48% pour les biopsies randomisées, et que la valeur prédictive négative était très élevée, 89 versus 75. Donc, ça veut dire que l'IRM, si le ciblage IRM permet, ou bien l'IRM permet d'éviter jusqu'à 27% de biopsies inutiles. Alors, comment on fait la fusion? Donc, il y a plusieurs techniques de fusion pour orienter la biopsie ciblée. Il y a donc les biopsies in-bore, donc c'est-à-dire c'est une biopsie faite sur table d'IRM, c'est un peu astreignant, c'est coûteux. Il y a les biopsies par fusion d'images cognitives. Il y a les biopsies par fusion éco-IRM à l'aide d'un logiciel. Alors, les biopsies par fusion cognitive, c'était les biopsies d'origine, c'était les techniques de fusion d'origine au départ. Alors, l'urologue, d'abord, il repère les lésions sur l'IRM
Et puis, il fait une projection, on va faire une projection anatomique sur la prostate à l'aide de l'échographie endorectale. L'avantage, elle est peu coûteuse, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'autres investissements supplémentaires. Le problème, c'est que c'est une technique opérateur dépendant. Alors, les techniques de biopsie avec fusion logicielle IRM écho, donc il y a plusieurs systèmes de fusion, il y en a les élastiques et les rigides. Donc, la première étape, d'abord, ça demande une IRM de très bonne qualité avec les 4 séquences. La première étape, c'est le repérage de la lésion ou des lésions à biopsier. On fait d'abord le contouring de la prostate, puis on repère les cibles. Et par la suite, donc, on procède à un alignement des lésions anatomiquement vers la prostate à l'aide de logiciels, ce qui va nous permettre alors d'orienter, malheureusement la vidéo ne marche pas, voilà. Ce qui va nous permettre de suivre la progression de l'aiguille et de réaliser des biopsies exactement dans la cible. Alors, il y a plusieurs études qui ont comparé les différentes techniques de fusion. On a l'essai futur, donc c'est un essai multicentrique randomisé, 665 patients qui ont comparé les 3 techniques de fusion. Et l'essai a démontré qu'il n'y a pas une grande différence significative pour la détection des cancers supérieurs ou égal à USUP2 pour les 3 techniques. C'est un taux de détection qui avoisine les 33-34%. Alors, un autre essai, c'est l'essai Profus, donc c'est un essai qui est prospectif, réalisé entre 2012 et 2013. C'est à peu près 125 patients qui ont bénéficié d'une biopsie ciblée avec fusion des 3 techniques de fusion. Donc, cet essai a démontré que la biopsie par fusion logicielle elle est plus sensible et il permet de détecter plus de cancers significatifs, aux ordres de 35% versus 26% pour la biopsie cognitive. Que la fusion par logiciel améliore le diagnostic des cancers de petite taille. Et ça serait peut-être une technique pour réduire l'apprentissage de la biopsie cognitive. Alors, une autre méta-analyse, c'est 43 études qui ont comparé les 3 techniques et qui ont conclu qu'il n'y a pas de différence entre les 3 techniques de fusion. Donc, au final, il n'y a pour le moment pas de recommandation qui va privilégier l'une ou l'autre technique de fusion. Donc, si on voit les recommandations européennes et françaises, donc les 3 techniques se valent pour le moment et il faut pratiquer donc celle qui est à notre disposition. Maintenant, comment on va faire les biopsies? Comment on va cibler? Est-ce qu'on va prélever uniquement des prélèvements au niveau de la cible, faire des biopsies ciblées et périlésionnelles? Est-ce qu'il faut faire des biopsies ciblées et randomisées bilatérales ou randomisées ipsilatérales à la lésion? Alors, autrement dit, quelle est la valeur ajoutée des biopsies randomisées en plus de la biopsie ciblée? Donc, cet essai, l'essai MRI First, il a démontré que les biopsies randomisées à elles seules permettent le diagnostic de 4 à 5% de cancers significatifs. Et en plus de ça, ça va nous permettre d'avoir une idée sur la cartographie du cancer dans la prostate en vue éventuelle d'une conservation unilatérale des bandes vasculaires nerveuses. Donc, pour les biopsies randomisées homolatérales, donc il y a 3 essais, une étude qui a comparé les 3 techniques. Biopsie ciblée seule, biopsie ciblée plus ipsilatérale à la lésion et biopsie ciblée plus biopsie contralatérale à la lésion. Il a démontré que quand on fait une biopsie ciblée plus une biopsie ciblée homolatérale, on augmente le taux de détection et on augmente la sensibilité de détection de cancers significatifs. Et ça pourrait peut-être être une alternative aux biopsies randomisées. Sauf que, et bien sûr aussi c'est un avantage parce que ça permet parfois, ces biopsies ipsilatérales, ça permet parfois de détecter les lésions qu'on a manquées par un défaut de ciblage. Alors maintenant, pour ce qui est des biopsies de la lésion cible et des biopsies périlésionnelles, donc il y a un essai qui est très intéressant, c'est un essai qui est rétrospectif, qui a analysé à peu près plus que 30 000 biopsies prostatiques réalisées entre 2011 et 2019. Donc l'essai a conclu que plus le P-RADS est élevé, plus le pourcentage de cancer significatif dans la cible il est élevé, et plus
le rayon périlésionnel, il est élevé. Ça veut dire le rayon, il est large. Le rayon où on a des chances de trouver le cancer. Plus le pérastériel est bas, plus le pourcent de cancer dans la cible est bas, et plus le rayon autour de la cible est bas. Donc, les lésions, les biopsies dans la lésion périlésionnelle permettent de détecter jusqu'à 18% de cancer significatif. Alors, le problème de ces biopsies qui sont dans la cible, c'est qu'ils sont d'abord dépendants de la qualité de l'IRM, ça c'est important. Il n'y a pas de consensus pour le moment pour définir le nombre de biopsies à réaliser au niveau de la cible, autour de la cible, et le rayon autour duquel il faut orienter ces biopsies périlésionnelles. Et le troisième problème, c'est qu'il y a un risque d'augmenter le grade d'anapathe, parce qu'en faisant ces biopsies autour de la lésion, on risque de, à chaque fois, traverser la cible. Donc, ce qui va forcer un petit peu le grading donc, de la tumeur. Alors, au final, que disent les recommandations? Les recommandations européennes, ils sont pour réaliser des biopsies dans la cible et autour de la lésion. Les recommandations françaises recommandent de réaliser au moins 3 à 4 biopsies dans la cible, plus des biopsies randomisées bilatérales. Alors, une autre étape dans l'évolution des biopsies de la prostate, c'est l'adoption de la voie transpérinéale comme étant une voie d'abord pour faire les biopsies prostatiques. Et ça a été adopté depuis 2021 par l'Association européenne, par l'Européenne Urologie. Et en 2026, la voie transpérinéale est devenue la voie de choix pour la réalisation de biopsies transpérinéales, de biopsies prostatiques. Alors pourquoi il y a eu cette évolution? Pourquoi on est passé de la voie transrectale à la voie transpérinéale? Est-ce que le taux de détection de cancer est plus important avec la voie transpérinéale? Est-ce que le risque infectieux est plus important avec la voie transrectale? Est-ce que la corrélation anapathe entre la biopsie et la pièce opératoire est plus importante avec la voie transpérinéale? Est-ce que la voie transpérinéale ne se prête pas idéalement à l'anesthésie locale? Alors pour cela, donc il y avait 3 études qui ont comparé les 2 techniques de biopsie, donc l'essai Perfect, Prevent et Probe. Alors ils ont comparé donc le taux de détection de cancer et le risque infectieux. Et donc on constatait qu'il n'y a pas de différence significative entre les 2 voies de biopsie. Sachant que les patients qui ont eu des biopsies transpérinéales n'ont pas reçu d'antibrophylaxie. Alors, une autre étude, c'est 555 patients, qui a confirmé qu'il est possible de réaliser des biopsies prostatiques ciblées, transpérinéales, sans antibiothérapie. Donc, c'est l'essai NORAP qui a confirmé qu'il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes. Le groupe qui a reçu l'antibiothérapie et le groupe qui n'a pas reçu d'antiprophylaxie. Alors, une autre méta-analyse de 11 études comparant la transpéritonéale à la transrectale, donc la transpérinéale à la transrectale, et pour voir est-ce que le siège de la tumeur n'influence pas le taux de détection. Il a été constaté que la voie transpérinéale améliore la détection des cancers de la zone antérieure et de la zone apicale, et que la voie transrectale détecte mieux les cancers de la zone postérieure. Alors, la récente étude qui vient d'être publiée donc en 2025, l'essai Translate, c'est un essai anglais, qui a randomisé à peu près 1126 patients en 2 groupes, groupe biopsie transpérinéale et groupe biopsie transrectale. Il a conclu qu'il y a une supériorité du diagnostic de cancer de la prostate par la voie transpérinéale pour les USUP2, des USUP2 et plus. Mais dès qu'on dépasse les UP3, il n'y a pas de différence de détection. Alors, au final, donc, la voie transpérinéale présente beaucoup d'avantages. Il donne un meilleur accès pour les lésions de la zone antérieure, de la zone apicale. Il évite l'antibrophylaxie. Et peut-être à discuter, peut-être par la suite, que le choix doit être peut-être selon la disponibilité, selon le siège de la lésion. Opter pour la voie transpérinéale pour les lésions antérieures et apicales, ou bien la voie transrectale pour les lésions postérieures. Alors, le futur, c'est quoi? On discute tout le temps, c'est l'intelligence artificielle avec une tendance à une lecture automatisée des IRM, tendance à une fusion par l'intelligence artificielle entre l'échographie et l'IRM, et même avec des bras robotisés pour réaliser des biopsies ciblées.
avec lecture bien sûr en APAT des pièces. Au total, donc, il n'est plus permis actuellement de réaliser des biopsies chez des patients naïfs sans IRM. Et chaque fois qu'il est possible, il faut réaliser des biopsies ciblées par fusion, à défaut de biopsies par fusion de logiciels ou IRM inboard, de faire des biopsies cognitives pour améliorer le diagnostic et pour réduire la détection des cancers insignifiants. Je vous remercie. Merci, Sefkak, pour cette brillante communication. On se donne 5-10 minutes pour discuter et puis après on reprend. C'est Alj. Qu'en est-il lorsqu'on fait une réévaluation après une surveillance active de rebiopsie? Faut-il toujours continuer par ce protocole biopsie ciblée plus biopsie systématisée ou au contraire ne faire que des biopsies ciblées? Alors déjà, donc on est dans un schéma de surveillance active. On a déjà une première cartographie initiale. Déjà, on a une appart initiale, sachant que c'est un patient chez qui on a fait initialement une biopsie ciblée, la cible et les biopsies randomisées. Donc on a déjà une cartographie sur le reste de la prostate. Alors, au cours de la surveillance active, c'est ce que j'ai trouvé dans la recherche bibliographique, quand on veut rebiopsier parce que la lésion il a progressé, par exemple, on se contente de la biopsie de la cible et des biopsies homolatérales à la cible. Randomisées homolatérales. Voilà. D'autres questions? Homolatérale ou périlésionnelle? Homolatérale. Homolatérale. Donc c'est la cible plus tout le lobe correspondant. Sefkak. Oui. Quel est l'avenir de la biopsie avec fusion à l'ère de l'échographie 27 MHz? Les Oui. échographes, Ouais. je crois que vous avez... L'exact view, oui. Oui, vous pouvez. L'exact view, c'est ça. Ouais. Vous voulez répondre? Effectivement, j'allais faire un commentaire, parce qu'effectivement, la microéchographie, c'est le système Exact Imaging, qui est un système canadien et extrêmement performant en termes d'image. La qualité d'image est fantastique, à tel point qu'ils ont développé un score qui n'est pas le PIRADS, mais le Pirius, donc il y a un score qui permet d'identifier les images et d'identifier la zone tumorale. Donc en fait, on va faire... il y a même des études qui commencent à évoquer la possibilité de faire des biopsies ciblées, mais par l'échographie, sans faire d'IRM avant, tellement la qualité de l'image est performante. C'est encore en cours d'évaluation, mais c'est vrai que, très honnêtement, pour l'avoir utilisé, on a une qualité de vision qui est incomparable par rapport aux autres échographes. Donc je pense que ça va se développer. Comment? Est-ce qu'il peut remplacer l'IRM? C'est ça. C'est en cours d'évaluation. Il y a une étude en évaluation dans ce sens pour voir est-ce qu'il peut remplacer l'IRM pour le ciblage, pas pour le bilan d'extension locale. Une petite question en ce qui concerne le risque de dissémination après une biopsie. Parce que j'ai vu dans un travail anglais qu'il y a un risque après de dissémination des cellules tumorales après la biopsie, que ce soit par voie périnéale ou par voie transrectale. J'ai pas de réponse. J'ai pas vu ça, non. Ah. Un seul cas qui a été publié dans la SCU dernière, c'était par Mark Emberton, et c'était un cas rapporté dans la littérature d'une récidive périnéale qu'on a réséquée. Elle en a pas, c'était un adénocarcinome prostatique des zones 4. Mais c'était pas pour effrayer les gens pour ne pas faire de biopsie, c'était pour dire que l'évolution allait probablement aller vers la biopsie virtuelle, c'est-à-dire que l'imagerie va tellement être bonne, et il y a cette série de prostatectomies sans biopsie qui a été publiée, et chez qui tous les patients avaient des ISOP 3 ou plus. Il y a un seul patient qui était ISOP 2, et c'était probablement ça l'avenir, c'est-à-dire qu'on allait se passer de la biopsie parce que les patients ne voulaient pas de biopsie, surtout dans les protocoles de surveillance, ils ne voulaient pas des rebiopsies parce que
c'est IRM dépendant, c'est opérateur dépendant, c'est machine dépendant, il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a la question de ces lésions qui sont... Parce que Laurence Close, il est en train de faire un travail, comparaison de la micro-échographie et IRM en prospective dans la surveillance active. Et il a le problème de ces lésions qui sont invisibles sur l'IRM. Ils sont invisibles sur l'IRM et c'est des vrais cancers. Et il y a le problème de ces lésions qui sont PIRAT5 et qui sont ISOP 1. Que faire de ces lésions? Et c'est là où le développement de la radiogénomique va peut-être apporter des solutions. Je voulais parler de l'ExactView. L'ExactView, on peut faire la fusion d'image, IRM échographie avec l'ExactImaging, effectivement. Mais ça nous arrive quelques malades chez qui on ne peut pas faire d'IRM. Effectivement, ce système canadien, il est d'un grand apport. Il arrive, bien sûr, vous avez le PIRAS à l'IRM, vous avez le Primus à l'ExactView. C'est-à-dire, des fois, ça nous arrive de voir des lésions à l'ExactView qu'on n'a pas vues, qu'on a omises. C'est des lésions qu'on a omises à l'IRM. Donc, ce qui fait ça, faut faire un comparatif. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études actuellement entre le PIRAS à l'IRM et des lésions qui sont vues avec Primus qui sont vues à l'ExactView. J'étais à New York, à Mount Sinai. Ils font la veille de la prostatectomie radicale robot assistée, ils font toujours un examen par ExactView, sachant que les malades, ils ont un IRM, avec des biopsies, bien sûr, des biopsies ciblées, des biopsies randomisées. Ce qui fait, ils essaient de comparer entre le Primus et les lésions qui sont vues à l'ExactView avec les lésions qui ont été vues, biopsiées à l'IRM. Ce qui fait, c'est des fois, ça change la tactique opératoire robot assisté. Toi qui as les deux systèmes dans le service, est-ce que tu utilises beaucoup plus d'ExactView ou le Coelis? Bonne question. En fait, il y a des études que nous sommes en train de mener au service. Donc, en principe, c'est au pif. Et le premier malade, il rentre, c'est Coelis. Deuxième malade, c'est ExactView. Voilà, comme ça, on fait la même chose, on ne fait pas avec l'antibiothérapie, parce que, comme vous le savez, dès le début de 2024, on ne fait plus de biopsie transrectale chez nous. On ne fait que les biopsies transpérinéales par les deux systèmes. Donc, il y a également des malades, il y a des études, bien sûr, randomisées, des malades avec antibiothérapie, des malades sans antibiothérapie. Et on est en train de voir également le risque infectieux inhérent à la biopsie transpérinéale. Voilà, c'est ça. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Sachant que, honnêtement, je parle personnellement, je n'ai aucune préférence ni pour l'ExactView, ni pour les deux, on les utilise. Les deux. Voilà, c'est ça. C'est le plus facile à réaliser, hein, pardon, entre la fusion IRM et l'ExactView. Je vous dis, l'ExactView, il est d'un grand apport pour les patients qui ne peuvent pas faire d'IRM. Ça, oui. Mais sinon, les deux, chaque système, il a ses points forts. Chaque système. Pardon? Bien sûr. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Hamid, Sifka qui a présenté une étude qui a comparé les trois méthodes de fusion. In-bore, fusion cognitive et par logiciel. Et il a démontré qu'ils ont les mêmes résultats. Or, dans notre pratique, on a vu que c'est faux. On a vu que quand on fait une fusion avec un logiciel de fusion, une fusion réelle, on a vu dans notre pratique qu'on a un taux de détectabilité qui est supérieur quand on utilise le logiciel de fusion avec l'échographe BK. Parce que la différence, peut-être, moi je sens que la différence c'est quoi? C'est que quand on fait la biopsie fusion dans notre institution, c'est qu'on exige l'IRM chez un opérateur qu'on connaît qui fait de bons IRM. Donc déjà, le premier avantage, c'est qu'on a au départ une IRM de bonne qualité. Comparé à avant, on faisait des biopsies cognitives. Avec toute IRM venante, on faisait la biopsie sans demander la vraie qualité. Merci Sifka, on est vraiment en retard, je crois qu'on va avancer. Alors, j'appelle le troisième orateur, la SBRT dans le cancer de la prostate, étude, effet de mode au standard émergent. C'est Madame Amel Mazouzi d'Agadir. Je disais que nous avons décidé de choisir ensemble ce thème, dans la mesure où la SBRT, dans la pratique de tous les jours, ce n'est pas une technique qui a vraiment bien décollé. Est-ce parce qu'il y a un problème de remboursement, justement, comme ce qui a été discuté par d'autres techniques? Alors, la radiothérapie reste une arme thérapeutique majeure dans la prise en charge du cancer de la prostate, on le sait tous, essentiellement dans la forme localisée.
Il y a aussi des indications concernant les récidives biologiques et la maladie oligométastatique. La technique de routine, c'est une radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité type VMAT. Et depuis 2016, le nouveau standard, c'est l'hypofractionnement modéré. Donc, nos patients bénéficient d'une dose de 60 Gray délivrée en 20 séances de 3 Gray. Et donc, c'est pratiquement l'hypofractionnement modéré. Il est équivalent au traitement classique. Alors, SBRT, effet de mode. Nous savons très bien que les premières séries institutionnelles datent des années 2000 et que les traitements effectifs par stéréotaxie dont le cancer de la prostate, je précise prostate, datent de 2010. Alors, c'est un traitement qui a bénéficié d'avancées technologiques majeures. Nous disposons de rationnels et de données biologiques assez solides et un recul suffisant. Donc, probablement, c'est une technique concurrente à la chirurgie, à la curithérapie, à la radiothérapie conventionnelle type VMAT. Donc, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette présentation. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir intégrer la SBRT dans la stratégie thérapeutique globale à partir de ce lundi, Inch'Allah. Et donc, on va répondre justement à un certain nombre de patients. Quelle maladie la SBRT, c'est pour quelle maladie, pour quel patient et dans quelle stratégie thérapeutique. Donc, voilà les éléments qu'on va voir ensemble. Et donc, on va commencer par la définition. Alors, la définition, on la connaît pratiquement tous, c'est le fait de pouvoir donner une dose de radiothérapie, une forte dose par fraction, avec un nombre réduit de séances. Mais si vous voyez un petit peu, j'ai mis en premier une technique ultra précise. Et donc, c'est vraiment le plus important si on cherche à définir la SBRT par rapport à la radiothérapie conventionnelle, c'est la précision. Et donc, c'est cette ultra précision qui va permettre justement de délivrer cette forte dose dite ablative et efficace et va permettre un traitement plus confortable en diminuant le nombre de séances pour le patient. Alors, c'est une technique obligatoirement guidée par l'imagerie, avec une forte conformité dosimétrique, et essentiellement, et c'est le grand challenge de la SBRT, c'est la protection des organes à risque de voisinage, vessie, rectum et aussi l'urètre. Donc, le principal argument radiobiologique, c'est justement ce qu'on appelle le paramètre alpha-bêta de la tumeur. Alors, la prostate tumorale a un alpha-bêta qui est bas, donc 1,5 approximativement, ce qui signifie une forte sensibilité de la prostate à la dose élevée par fraction, et ce qui va permettre justement une dose biologiquement efficace très élevée. Alors, tout ceci, essentiellement, aussi on a en parallèle les organes de voisinage qui sont rectum et vessie, qui ont un alpha-bêta relativement plus élevé que celui de la prostate, et ça va permettre justement d'améliorer le ratio thérapeutique. On peut dire aujourd'hui que la prostate est un meilleur modèle pour la SBRT extracrânienne. Alors, il y a d'autres arguments radiobiologiques, à savoir que dans le cancer de la prostate, les cellules tumorales ont une prolifération tumorale lente, et donc il y a moins d'impact négatif du traitement condensé. Sans oublier les effets immunologiques et vasculaires possibles avec l'effet sur la microvascularisation et l'immunomodulation. Alors pour ce qui est du rationnel scientifique, alors on ne va pas parler des essais multi-institutionnels et ainsi de suite, mais on va se focaliser sur les deux essais randomisés majeurs. Il y a l'essai nordique. Celui, c'est l'essai HIPPO-RTPC, donc la majorité, donc vous connaissez très bien que c'est un essai randomisé phase 3 multicentrique avec plus de 1000 patients, et c'est un essai de non-infériorité. Alors dans cet essai, on a comparé la radiothérapie stéréotaxique ou l'hypofractionnement extrême au traitement conventionnel, délivrant 78 Gray en 39 séances. Le critère principal de cet essai, c'était la survie sans rechute biologique à 5 ans. Alors, pour ce qui est des résultats, eh bien, à 5 ans, les résultats de survie sans échec sont comparables dans les deux bras, de l'ordre de 84%, et donc la non-infériorité de la SBRT est démontrée. Et puis, côté toxicité, c'est très important quand on est en train de parler d'un traitement court, de doses très importantes, eh bien la toxicité, c'est un élément fondamental pour le choix thérapeutique. Alors là, je vous ai mis les cours pour tout ce qui est toxicité génito-urinaire, digestif et aussi dysfonction sexuelle,
par rapport aux deux techniques, le classique et la SBRT. Et on va voir qu'effectivement, pour ce qui est de la toxicité aiguë, il y a un plus pour la SBRT, c'est-à-dire c'est un peu plus toxique durant la première année, mais en matière de toxicité tardive, les deux traitements sont similaires. Alors la vraie belle étude, c'est le programme PACE, donc qui a comparé le standard, en fait, la SBRT comme on la connaît aujourd'hui, la SBRT moderne avec 5 séances, un traitement sur 1 à 2 semaines, par rapport au traitement classique, mais aussi au nouveau standard, l'hypofractionnement modéré. Donc, dans cette étude, c'est aussi un essai phase 3 multicentrique. Donc, dans le résultat de cette étude, on a un excellent contrôle biochimique, aussi la non-infériorité en termes de toxicité de grade aigu, une qualité de vie acceptable. Alors, toujours, si on va un peu plus loin dans le programme PACE, il y a le PACE-C. Là, on a comparé directement la radiothérapie stéréotaxique par rapport à un hypofractionnement modéré. Et l'objectif, cette fois-ci, donc, vu qu'on a déjà c'est-à-dire on a acquis la non-infériorité de ce traitement, donc c'était basé essentiellement sur la toxicité. Alors si on voit, je ne sais pas si j'arrive à voir la petite souris, désolé, et le pointeur, voilà. Non, il n'y est pas. Alors vous voyez au début les courbes là, donc vous voyez qu'il y a une toxicité aiguë qui apparaît directement à la fin du traitement, que ce soit dans l'hypofractionnement modéré ou dans l'extrême, c'est-à-dire la stéréotaxie. Et après, vous avez toutes les courbes qui se rejoignent, c'est-à-dire en matière de toxicité tardive, les deux traitements sont les mêmes. C'est-à-dire on est au même degré de toxicité. Dans la PACE-A, donc ça c'est la comparaison SBRT versus chirurgie. Bon, c'est un essai avec aussi randomisé, phase 3, mais avec un nombre de patients assez réduit. Je pense que c'est un essai qui a été rapidement clôturé, c'était la pandémie de la Covid-19. Et donc, l'objectif, en fait, de ce bras ou de la PACE-A, c'est surtout de voir beaucoup plus la toxicité de l'un ou l'autre traitement, vu qu'on avait une efficacité pratiquement comparable. Alors, c'est un essai qui est très critiqué. Je pense que vous connaissez très bien le pourquoi de la chose. C'est surtout sur les critères d'évaluation de la toxicité, essentiellement génito-urinaire en matière d'incontinence. C'était basé sur des critères subjectifs, c'est-à-dire port de protection secondaire à l'incontinence et ainsi de suite. Mais là aussi, on peut dire que probablement la SBRT donne moins d'effets indésirables. Mais c'est beaucoup plus le profil de toxicité entre les deux traitements qui est variable. Alors, toxicité digestive, je commence par l'urinaire. Donc, la chirurgie, elle donne un peu plus de complications, ce qui est logique. Toxicité digestive, pour tout ce qui est fonction intestinale, la SBRT, elle est plus toxique, et on va voir par la suite. Pour tout ce qui est aussi de la toxicité sexuelle, eh bien, la chirurgie est plus pourvoyeuse de toxicité que la SBRT. Donc, après le rationnel scientifique, on passe à d'autres considérations. Donc, on peut dire que la SBRT est un traitement très confortable pour le patient, non invasif. C'est une courte durée de traitement, 5 jours, même par rapport au classique de 39 jours, donc 8 semaines de traitement. Et c'est un traitement qui est moins astreignant pour le malade, que ce soit côté préparation quotidienne, préparer 5 séances et pas préparer 39 séances. Une meilleure reproductibilité, puisqu'on va reproduire le traitement 5 fois et non pas 39 fois. Et si on voit un petit peu le coût global pour la société, donc des questions se posent sur, en matière de charges parallèles, probablement qu'en matière de stéréo, le traitement serait moins coûteux. Donc, je vais survoler rapidement tout ce qui est appareil et machine. Donc, il y a bien sûr, pour faire un traitement en bonne et due forme, de radiothérapie stéréotaxique, il y a des machines dédiées, ce sont les CyberKnife, et puis il y a des machines adaptées, ce sont les LINAC, donc qu'on voit dans pratiquement tous nos centres d'oncoradiothérapie, donc pratiquement tous les centres sont équipés de LINAC, adaptés à la radiothérapie stéréotaxique, mais avec des exigences minimales, notamment un microlame, des mouvements de la table adaptés, et obligatoirement un système de contrôle et d'image guidée par IGRT et bien entendu le système de planification dédié.
Alors, le déroulement de la séance, donc c'est pratiquement la même chose que lorsqu'on fait une radiothérapie conventionnelle. Donc, ça passe par l'immobilisation, par la simulation, préparation du rectum et de la vessie pour essayer de reproduire les mêmes conditions thérapeutiques. C'est des patients qu'on va soumettre à un régime laxatif ou même des autolavements du rectum, dans l'objectif d'arriver à un rectum vide avec un diamètre interne de moins de 2 cm. Pour ce qui est de la préparation de la vessie, donc c'est qu'on va définir une quantité d'eau que le patient va prendre, va consommer pour essayer de reproduire le volume de la vessie à chaque séance. Et puis on passe vraiment au vrai bloc opératoire des oncoradiothérapeutes. Ça passe par le contourage des volumes cibles et des organes à risque. Pour ceci, on va s'aider par des fusions d'IRM et de PET scanner, surtout si on va irradier des récidives biologiques. Prescription de dose aujourd'hui, le standard en SBRT, c'est 36,25 Gray en 5 fractions. Et bien sûr, toute la balistique, le choix, la planification et ainsi de suite. Donc, je vous épargne ces détails. Alors, le challenge dans cette radiothérapie, le challenge particulier, ce sont les mouvements de la prostate. Alors, il y a des mouvements rapides qui sont dus, donc c'est des mouvements internes. Autant on a pu pallier aux mouvements externes par l'immobilisation, mais les mouvements internes, ça reste un gros problème pour irradier la prostate en stéréotaxie. Alors, il y a des mouvements rapides qui sont dus aux contractions musculaires. Il y a des mouvements de durée intermédiaire dus au gaz rectal qui va bouger et donc ça va automatiquement entraîner des changements de position de la paroi antérieure du rectum, ce qui va se transformer en un déplacement, une déformation de la prostate. Et puis, il y a le mouvement global, continu et lent, celui de la vessie. On traite un humain, des reins qui fonctionnent et donc un remplissage qui se fait tout au long de la séance, un remplissage de la vessie, dû bien sûr aux reins qui fonctionnent, et aussi il y a la relaxation musculaire pelvienne. Donc il faut pallier à toutes ces données et c'est un vrai challenge. Et justement, c'est l'intérêt de l'implantation de fiduciaires qui est une condition sine qua non pour faire de la radiothérapie stéréotaxique de la prostate. Donc, ça passe par la mise en place dans la prostate de grain d'or. Donc, les collègues urologues savent très bien, mieux que moi, donc ces étapes-là. Par voie transpérinéale, sous guidage échographique, on met en place 3 grains d'or espacés d'1 centimètre avec un délai de 7 jours minimum entre la pose et le scanner dosimétrique pour assurer la stabilité de la position de chaque grain. Et bien sûr, l'IGRT quotidienne est obligatoire, on ne discute pas. Aussi, on peut s'aider par ce qu'on appelle les spacers, donc c'est la mise en place entre la paroi antérieure du rectum et la prostate d'hydrogel qui va permettre d'éloigner cette paroi antérieure par rapport à la prostate et ceci pour pouvoir protéger au mieux le rectum. Bien sûr, ce gel, il finira par se liquéfier et être naturellement absorbé dans les 6 mois qui suivent. Donc, on a parlé un petit peu de tout ce qui est rationnel biologique, rationnel scientifique, et que disent les sociétés savantes? Quelles sont les recommandations des sociétés savantes? Donc là, j'ai fait un peu le tour de l'ensemble des recommandations sur lesquelles on se base pour traiter nos patients en RCP. Alors, je commence par les recommandations nord-américaines. Eh bien, dans les NCCN Guidelines, dans la version 2026, la radiothérapie, donc les choses sont pratiquement carrées, puisque la radiothérapie stéréotaxique est indiquée dans le cancer de la prostate localisé, dans le faible risque, dans le risque intermédiaire favorable, défavorable et même dans le haut risque. Et on peut la proposer dans le faible risque. Alors, pour ce qui est des recommandations européennes, donc là, on a les recommandations de l'AFU, puis on a les recommandations de l'EAU. Eh bien, la radiothérapie stéréotaxique est une option. Donc, on peut proposer dans le faible risque, quand on décide de traiter le patient, c'est aujourd'hui le standard, bien sûr, c'est la surveillance active, mais avec un faible niveau de preuve. La même chose pour le risque intermédiaire. Pour le haut risque, il n'y a pas moyen de mettre en place la radiothérapie stéréotaxique. Donc, pour l'EAU, on retrouve pratiquement les mêmes choses. Les dernières recommandations de l'ESMO 2025, eh bien, vous voyez que pour le risque intermédiaire favorable,
on propose soit la surveillance active, la prostatectomie radicale, et au même pied d'égalité, il y a la radiothérapie stéréotaxique, la curithérapie et la radiothérapie conventionnelle. Alors, qu'en est-il des référentiels nationaux? Eh bien, nous disposons bien sûr d'un protocole thérapeutique cancer de prostate qui date de 2023 et où la radiothérapie stéréotaxique est une option dont les cancers de prostate localisés de faible risque ou risque intermédiaire chaque fois qu'il n'y a pas d'indication à l'irradiation des aires ganglionnaires. Donc, c'est une indication très logique et qui est en extrême, c'est-à-dire coordination avec les recommandations européennes. Alors, un autre champ d'action pour tout ce qui est radiothérapie stéréotaxique, c'est dans les rechutes locales après radiothérapie. Autant les rechutes locales post-prostatectomie, on a toujours la radiothérapie de rattrapage. Donc, c'est une dose de 66 Gray selon un mode normofractionné en 33 séances. Eh bien, la rechute locale après radiothérapie, elle n'est pas rare. 10 à 40% des patients vont présenter cette récidive. Et on voit très bien que c'est la rechute elle est de siège local essentiellement, et surtout dans la zone index. Qui dit rechute locale, dit risque métastatique plus important, et par conséquent, un pronostic vital qui est mis c'est-à-dire qui est engagé. Alors, le traitement de ces récidives locales post-radiothérapie, le traitement historique, c'est la prostatectomie radicale, avec toute la toxicité de ce traitement en territoire irradié. Vous connaissez beaucoup mieux que moi. Donc, il y a l'EAU qui a mis c'est-à-dire certains critères de sélection de ces candidats à la prostatectomie radicale, que vous connaissez très bien aussi, à savoir les patients peu comorbides, avec une espérance de vie qui dépasse les 10 ans, un taux de PSA de moins de 10. Voilà. Bref, donc un certain nombre de critères pour pouvoir proposer cette prostatectomie radicale de rattrapage. Et donc, il fallait développer d'autres thérapeutiques alternatives. Donc, les traitements alternatifs, vous les connaissez aussi mieux que moi. Donc, la cryothérapie, l'AIFU, la radiothérapie stéréotaxique, la curithérapie HDR et BADEBI aussi. Alors là, j'ai rapporté les données de la méta-analyse de Master qui a regroupé l'ensemble de ces traitements de rattrapage. Et on trouve qu'en matière de contrôle biochimique, donc on est pratiquement similaire. Le contrôle biochimique à 5 ans, il est de l'ordre de 50 à 60%, mais la différence, c'est surtout pour tout ce qui est profil de toxicité. On voit par exemple que pour la radiothérapie stéréotaxique et la curithérapie, il y a moins de toxicité génito-urinaire. Pour ce qui est la toxicité digestive, la curie HDR, c'est le meilleur traitement c'est-à-dire qui va permettre le minimum de toxicité digestive. Alors, on va s'intéresser spécialement à la radiothérapie stéréotaxique de rattrapage. Alors, il y a l'une des plus grosses études que j'ai trouvées, donc c'est une étude rétrospective, une étude française menée par, je pense, l'équipe de Lille, une centaine de patients, et on a obtenu des résultats similaires aux autres traitements, et spécialement à la curithérapie HDR, mais avec un recul qui reste de 36 mois, donc un recul qui reste insuffisant et relativement minime. Donc, il y a des études qui sont en cours pour valider ces techniques et pour affiner la place plutôt de la radiothérapie stéréotaxique en matière de récidive post-radiothérapie. Donc, si on va résumer un petit peu les indications de la SBRT aujourd'hui, donc, c'est un standard pour les cancers de prostate localisés de risque intermédiaire favorable au même titre des autres traitements disponibles. Pour le faible risque, il faut bien sûr c'est-à-dire la proposer au même titre que d'autres traitements quand on décide de traiter le patient. Pour le haut risque, alors il y a donc on manque de données, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'équipes qui font le boost par radiothérapie stéréotaxique dans les cancers de prostate à haut risque. Pour les rechutes post-radiothérapie, donc oui, il faut les traiter. L'ASBRT reste une technique non invasive. Elle est indiquée, elle a des indications un peu plus larges que les autres traitements focaux, donc notamment pour tout ce qui est lésions capsulaires, extracapsulaires, lésions des vésicules séminales. La question de retarder un traitement systémique, bon, elle reste posée, d'accord ?
Et on arrive à la fin, donc, puisqu'on va dire que aujourd'hui, l'ASBRT est un vrai standard. Donc, au-delà de l'élégance du concept, donc, un traitement en oncologie, avant qu'il devienne standard, il doit répondre à un certain nombre de considérations. Efficacité carcinologique? Oui. Toxicité majorée? Non. Donc, on est à pied d'égalité avec les autres traitements. La tolérance, elle est excellente. C'est une technique qui est reproductible moyennant une maîtrise de la technique. Et bien sûr, c'est à nous de l'intégrer dans les stratégies thérapeutiques, dans nos RCP, avec une bonne sélection des patients, donc la proposer à titre comme les autres traitements, et bien sûr, en mettant le patient et son désir au centre de la prise en charge thérapeutique. Je vous remercie. Merci pour cette pertinente communication qui a certainement éclairci certains points pour l'urologue. Et je crois qu'on va laisser la discussion à la fin. Alors, je passe la parole au professeur Hind Elbrabteh pour nous entretenir sur les inhibiteurs de PARP dans le cancer de la prostate résistant à la castration. Alors, bien sûr, vous connaissez mieux que moi l'histoire du cancer de prostate résistant à la castration métastatique qui va survenir après une phase d'hormonosensibilité, qu'il s'agisse d'un cancer de prostate métastatique hormonosensible, synchrone ou métachrone. Et bien évidemment, à ce stade, l'objectif est bien sûr de prolonger la qualité de vie, la survie au maximum, tout en maintenant la qualité de vie. Il est clair qu'il faut maintenir la castration. Nous avons essentiellement des données rétrospectives qui avaient montré que le maintien de la castration permettait d'améliorer la survie par rapport à l'arrêt de la castration. Bien sûr, il faut maintenir les analogues LHRH tout le temps. Alors, en ce qui concerne ce que j'appelle les essais cliniques de première génération, donc on avait essentiellement l'amitoxantrone, le professeur Maher Hussein en a parlé, qui donnait juste une amélioration des symptômes. Et puis, on a eu l'introduction du docétaxel à partir de 2004. Et donc, le docétaxel s'est imposé comme le seul standard pendant une dizaine d'années. Et par la suite, on a pu mettre en place les inhibiteurs androgéniques de nouvelle génération, les nouvelles hormonothérapies, d'abord en post-docétaxel, puis en pré-docétaxel, qu'il s'agisse de l'abiraterone ou de l'enzalutamide. Après, il y a eu le cabazitaxel, il a été testé post-docétaxel dans l'étude tropique, et on a essayé de le mettre avant le docétaxel. Il n'a pas réussi à démontrer la supériorité par rapport au docétaxel. Et donc aujourd'hui, en phase de résistance à la castration, ce que nous avons comme standard thérapeutique, c'est le docétaxel, l'enzalutamide, l'abiraterone, le cabazitaxel en post-docétaxel et aussi le radium-223, tout en sachant qu'aujourd'hui, tous ces médicaments sont actuellement des standards thérapeutiques en phase hormonosensible. Alors, pendant longtemps, on a essayé aussi d'utiliser ces hormonothérapies de façon séquentielle, abiraterone après enzalutamide et enzalutamide après abiraterone. Il y a eu cette étude de phase 2 canadienne qui a montré que de faire l'un après l'autre permettait d'avoir des réponses médiocres, qu'il y avait une résistance croisée entre ces médicaments et que si on veut utiliser une séquence, il vaut mieux utiliser enzalutamide après abiraterone. Et donc, dans un effort de faire de la médecine de précision et de la médecine personnalisée dans le cancer de prostate résistant à la castration métastatique, donc il y a eu des séquençages génomiques de tumeurs prostatiques ayant révélé l'existence d'anomalies de réparation, des recombinaisons homologues, en fait, qui sont des anomalies de réparation de l'ADN, avec en chef de file dans le cancer de prostate, essentiellement la mutation BRCA2, suivie par ATM, on a aussi BRCA1, CHEK2, CDK12, PALB2, et d'autres mutations beaucoup plus rares. Et donc, c'est ce qui a permis d'évaluer les inhibiteurs de PARP dans cette situation. Pour les autres traitements plus récents, il y avait aussi le lutécium PSMA avec l'étude Vision qui le testait après le docétaxel et après les inhibiteurs, les hormonothérapies de nouvelle génération. Et il y a eu l'étude PSMA-FOR qui a essayé de tester le lutécium PSMA avant le docétaxel. Donc ça, c'est les principaux traitements dont on dispose. Et pour les inhibiteurs de PARP, donc, ils ont d'abord été testés en monothérapie, après les inhibiteurs des androgènes en pré- ou post-docétaxel. Et puis, on a eu des études plus récentes avec les associations hormonothérapie plus anti-PARP en première ligne dans le cancer de prostate résistant à la castration métastatique. Alors, quand on parle d'inhibiteurs de PARP, qu'est-ce que c'est? Les PARP, c'est polyadépéribose polymérase. Ce sont des enzymes
qui répare les anomalies simples brins de l'ADN. Et donc, pour les utiliser, on utilise ce qu'on appelle le concept de la létalité synthétique, c'est-à-dire qu'on exploite une anomalie qui peut avoir lieu chez un patient, qu'elle soit germinale, constitutionnelle, le BRCA par exemple, ou qu'elle soit somatique au niveau de la tumeur. Et en fait, ces anomalies de BRCA empêchent aussi la réparation de l'ADN. Donc en associant les antiPARP plus les anomalies de réparation de l'ADN, on a une accumulation des anomalies et une mort cellulaire qui s'ensuit. Alors, il y a aussi eu ce rationnel d'associer les inhibiteurs de PARP avec les hormonothérapies de nouvelle génération ou les ARPI. Pourquoi? Parce qu'il semblerait que dans le cancer de la prostate, il y ait une synergie d'action sur les études précliniques des inhibiteurs de PARP et des inhibiteurs de l'androgène, et aussi à la fois l'axe des récepteurs androgéniques et l'enzyme PARP sont importants pour la réparation de l'ADN. Et c'est pour ça qu'on a eu ces 3 études en première ligne, dans le cancer de prostate résistant à la castration métastatique. On a randomisé les patients entre utiliser un inhibiteur de PARP plus un inhibiteur des récepteurs androgéniques versus l'utilisation d'un inhibiteur des récepteurs androgéniques ou ou la biratérone acétate, donc un inhibiteur de l'axe des récepteurs androgéniques, pour voir s'il y avait un intérêt indépendamment de l'existence de mutations, parce qu'il y avait un rationnel préclinique à l'utilisation des deux sans qu'il y ait même de mutation. Donc voici les 3 études, Magnitude, Propel, Talapro-2. Donc les ARPI utilisés, il y avait l'abiraterone dans Magnitude et Propel et enzalutamide dans Talapro-2. Alors, en ce qui concerne les critères d'inclusion, tous les patients étaient en première ligne de cancer de prostate résistant à la castration métastatique. Ils pouvaient avoir reçu ou non du docétaxel. Et en ce qui concerne l'utilisation des inhibiteurs des récepteurs androgéniques ou de la biratérone, qui sont actuellement un standard en phase hormonosensible, il n'était pas permis dans l'étude Magnitude et Propel. Par contre, la biratérone était permis pour l'étude Talapro-2 en phase hormonosensible. Vous voyez, pour les panels de gènes analysés, donc c'est à peu près la même chose, c'est le panel classique des cancers de prostate. L'objectif primaire de ces études était la survie sans progression radiologique. Dans l'étude Propel et Talapro-2, l'objectif primaire était chez les all-comers, les patients qui n'étaient pas sélectionnés sur l'existence d'une mutation, alors que dans Magnitude, il y a le bras avec 100 anomalies de réparation de l'ADN a été rapidement arrêté pour futilité, et on a continué que le bras où il y avait des anomalies de l'ADN. Alors, pour voir un peu plus en détail ces études, étude Talapro-2, donc on est en première ligne de cancer de prostate résistant à la castration métastatique. Dans cette étude, les patients pouvaient avoir reçu de la biratérone en phase hormonosensible. Il y avait 2 cohortes. Une première cohorte, il y a eu 2 publications différentes. Donc une première cohorte chez les all-comers, des patients déficients pour HRR et non déficients, et une deuxième cohorte où on a élargi le nombre de patients qui avaient des mutations HRR. Et vous voyez, c'est talazoparib enzalutamide versus enzalutamide plus placebo. Alors, pour les patients inclus, rapidement, pour les patients qui avaient déjà reçu la biratérone en phase hormonosensible, finalement, ils ne représentaient que 5% des cas. On voyait quand même que 20% avaient déjà reçu du docétaxel. Alors, cette étude était positive pour son objectif principal, qui est la survie sans progression radiologique chez les patients all-comers, non sélectionnés sur la mutation. Et lorsqu'on a voulu voir les 2 sous-groupes, ceux qui avaient des mutations HRR et ceux qui n'en avaient pas, il y avait clairement plus de bénéfices chez les patients qui étaient mutés HRR. Vous voyez que la séparation des courbes est plus importante. On a une PFS de l'ordre de 27 mois versus 16 mois. Chez les non-HRR, c'était aussi significatif, mais un moindre bénéfice. Alors, l'objectif secondaire, c'était la survie globale. Alors, cet objectif secondaire était également positif en termes de significativité statistique, avec une survie globale de l'ordre de 45 mois versus 37 mois, et c'était statistiquement significatif. Alors, lorsqu'on a essayé aussi de voir la survie globale en fonction du statut HRR, chez les patients mutés,
il y a un bénéfice en survie globale. Chez les patients non mutés, il n'y a pas de bénéfice en survie globale. C'est différent de la RPFS où c'était significatif. Lorsqu'on s'est intéressé à la deuxième cohorte, où il n'y avait que des patients mutés HRR, là aussi, très peu de patients qui avaient déjà reçu l'abiraterone, 8%, parce que c'est une question de pratique clinique. Les patients qui ont déjà eu un traitement hormonal de nouvelle génération en phase hormonosensible, et à peu près 30% qui ont eu du docétaxel. Vous voyez, le taux de réponse est amélioré, on est à 67% versus 40%, et là, vous voyez clairement, le bénéfice est important. On a un hazard ratio de l'ordre de 0,47. Là, on est dans une population sélectionnée, HRR. On diminue de 50% le risque de progression. Et là, je vous montre les résultats des patients qui sont mutés BRCA. C'est un hazard ratio impressionnant, de l'ordre de 0,26. On diminue de 80% le risque de progression. Donc, clairement, plus vous sélectionnez les patients, et plus vous avez des chances de répondre aux antiPARP. Donc là, c'était l'analyse en sous-groupe. Dans le forest plot, on voit que parmi les anomalies HRR, ceux qui répondent le mieux, ce sont les mutations BRCA2 et CDK12. Là aussi, on a un bénéfice en survie globale qui est confirmé chez les patients HRR avec un hazard ratio à 0,6 et que ce soit, et bien sûr, chez les patients mutés BRCA, le bénéfice est encore plus important. On a eu la deuxième étude PROPEL, donc à peu près le même design, sauf que là, l'utilisation d'un ARPI en phase hormonosensible n'était pas permis. Là, on compare abiraterone olaparib, donc un autre antiPARP avec abiraterone et placebo. Pour les critères d'inclusion des patients, on voit que la majorité sont mutés BRCA2 et qu'à peu près 30% ont des anomalies HRR. En fait, c'est le pourcentage global des patients qui ont des mutations HRR dans les cancers de prostate. Là aussi, l'étude est positive pour les all-comers en intention traitée, indépendamment du statut mutationnel. Et lorsqu'on voit l'analyse en sous-groupe, clairement, vous voyez la séparation des courbes beaucoup plus importante chez les patients qui sont mutés HRR et clairement beaucoup plus claire chez les mutés BRCA et toujours avec des hazard ratios impressionnants dans une maladie résistance à la castration, un hazard ratio à 0,23. Chez les mutés BRCA, on a une diminution de 80% du risque de progression. Alors, en ce qui concerne la survie globale, là aussi, c'est significatif pour la survie globale. Et clairement, cette significativité, on ne la retrouve pour la survie globale, pas pour la RPFS, que chez les patients mutés HRR et les mutés BRCA. Et enfin, la dernière étude, c'est l'étude Magnitude, qui compare abiraterone, niraparib versus abiraterone. Le niraparib n'est pas disponible au Maroc. Et là, par contre, on n'a que le bras HRR qui a été poursuivi jusqu'à la fin et des résultats qui se confirment dans cette troisième étude avec un bénéfice en RPFS chez les patients HRR et en particulier chez le sous-groupe BRCA. Alors, il y a une question qui a été posée à la PCC en 2024. La PCC 2026 va bientôt avoir lieu à la fin du mois d'avril. Et donc, on verra le vote des experts par rapport à la nécessité ou non de rechercher ces mutations. Mais en tout cas, en 2024, quand on a posé la question aux experts, quand vous voulez utiliser un inhibiteur de PARP plus ARPI, est-ce que vous testez les anomalies de réparation de l'ADN? Et là, vous voyez que 95% des experts ont répondu oui, il faut rechercher la mutation. Et donc, toutes ces études ont conduit aux AMM qui diffèrent entre l'Europe et les États-Unis. Cette fois-ci, les États-Unis ont été plus restrictifs, ce qui est généralement inhabituel. Donc, pour olaparib, abiraterone, il est approuvé uniquement chez les mutés BRCA. Pour niraparib, abiraterone aussi que pour les mutés BRCA. Et talazoparib, enzalutamide pour tous les mutés HRR. Du côté européen, et au Maroc, comme on suit l'AMM européenne, on a la recommandation d'utiliser ARPI plus antiPARP, indépendamment du statut mutationnel, que ce soit pour olaparib plus abiraterone ou enzalutamide plus plus talazoparib. Voilà, donc ça c'est pour les associations. Alors, avant d'avoir ces associations, on avait les essais avec les antiPARP en monothérapie, et là on est dans une situation
différentes. C'est l'étude Profound avec olaparib et l'étude Triton 3 avec rucaparib. Dans ces deux études, les patients avaient déjà reçu un ARPI, une hormonothérapie de nouvelle génération. Ils étaient en pré ou post-docétaxel. Donc l'étude Profound, elle avait été présentée déjà à l'ESPO en 2019 par Maha Hussein. Et dans cette étude, il y avait deux cohortes. Une cohorte A avec mutation ATM et BRCA, une cohorte B avec des mutations beaucoup plus rares. Et on compare olaparib à l'utilisation d'un deuxième ARPI, alors qu'on avait déjà utilisé un ARPI. Pour les critères d'inclusion, il y avait à peu près la moitié des patients qui avaient déjà reçu du docétaxel, mais tous avaient déjà reçu un ARPI. Cette étude était positive. On doublait la survie sans progression radiologique chez les patients dans la cohorte A, BRCA et ATM, et même dans la cohorte B. Et on avait également dans cette cohorte A un bénéfice en survie globale avec une survie médiane de l'ordre de 19 mois, même si les patients avaient un crossover. La crossover était permis et malgré qu'ils pouvaient passer après à l'antiparp, ça n'impactait pas la survie globale. On a essayé de voir quelles étaient les mutations qui bénéficiaient le plus. Donc, on a vu que, bien sûr, probablement, BRCA2 est la mutation qui bénéficiait le plus. ATM bénéficie de façon moins importante et les autres mutations étaient il y avait un très faible nombre de patients et donc on ne pouvait pas vraiment conclure. Alors, la question qui s'était posée à cette époque, est-ce qu'on répond mieux quand on a une mutation somatique sur la tumeur ou une mutation germinale? Il semblerait qu'il y ait un bénéfice, qu'il s'agisse d'une mutation somatique ou qu'il s'agisse d'une mutation germinale. Et est-ce qu'il y a un bénéfice à l'utiliser après ou avant le docétaxel? Il y a eu cette analyse de l'étude Profound en post-hoc qui a montré que le bénéfice existait chez les patients qui aient ou non reçu du docétaxel. La deuxième étude aussi en monothérapie, c'est l'étude Triton 3. Et cette fois-ci, on utilise le rucaparib qui n'est pas disponible au Maroc. Et on le compare aussi à l'utilisation d'un deuxième ARPI, mais là, que chez les patients BRCA et ATM, mais là aussi les mêmes résultats qu'on a trouvés avec Profound, un bénéfice significatif en survie sans progression, en survie globale, et vous voyez clairement que les BRCA bénéficient alors que les ATM ne bénéficient pas. Et donc c'est ce qui a conduit aux AMM européennes, américaines, qui sont aussi différentes, le rucaparib non disponible chez nous. Pour le olaparib, en monothérapie, il est indiqué chez les patients qui sont BRCA mutés en post-hormonothérapie de nouvelle génération, avant ou après le docétaxel. Alors, on a des études avec les antiparp en monothérapie et les antiparp en association. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on les utilise de façon séquentielle après l'hormonothérapie? On les utilise de façon combinée. Ça, c'est une étude qui a été montrée aussi hier par Maha Hussein, et il est clair qu'associer les deux fait beaucoup mieux que de donner l'antiparp seul ou l'ARPI seul. Il vaut mieux associer les deux si on a la possibilité, si on n'a pas utilisé l'hormonothérapie en phase hormonosensible. Avec toutes ces AMM, alors la FDA elle a demandé une analyse poolée de toutes les études pour pouvoir déterminer les sous-types qui bénéficient le plus des antiparp. Et donc, ils ont poolé toutes ces études avec les antiparp en monothérapie, les antiparp en association, pour voir quels étaient les types de mutations qui bénéficiaient le plus. Donc, ça vient d'être publié dans le JCO en 2024. Donc là, ça fait déjà 2 ans. Et il semblerait que les mutations qui bénéficient le plus sont les mutations BRCA2, PALP2 et CDK12. Par contre, CHEK2 et ATM sont probablement des anomalies qui sont beaucoup moins sensibles aux antiparp. Alors, ce sont des nouveaux médicaments, il faut apprendre à gérer la toxicité. C'est des traitements par voie orale, mais ils ont quand même un profil de toxicité particulier. Et les toxicités les plus importantes sont la fatigue, il peut y avoir des troubles digestifs, des nausées. Donc, il faut utiliser les traitements qu'on utilise pour la chimio, tels que les cétrons, pour éviter les nausées, vomissements. Et surtout, ce qu'il faut apprendre à manager, c'est l'anémie. Et donc, tout de suite, dès qu'on a le taux d'hémoglobine qui devient inférieur à 10, il faut commencer déjà à, dès 9 grammes d'hémoglobine, arrêter le traitement et reprendre à la même dose, ou si ça se répète, en réduisant les doses. Donc, la principale toxicité qu'on voit en pratique, c'est l'anémie.
Donc voilà, il faut surveiller avec des NFS mensuels, il faut donc prémédiquer les patients pour les nausées et vomissements, il faut éviter la prépitance, un médicament qu'on utilise avec la chimio parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. Il y a des effets secondaires exceptionnels, le syndrome myélodysplasique, pratiquement quasi inexistant, mais qui a déjà été cité chez des patients qui ont été traités pendant très longtemps. Donc voici les recommandations américaines en 2026. Pour les associations, on peut les utiliser en phase de résistance à la castration en première ligne, chez les patients qui n'ont jamais eu d'hormonothérapie de nouvelle génération. C'est une situation de plus en plus rare aujourd'hui. Ou alors, ici, dans les recommandations américaines, ils disent qu'on peut donner l'enzalutamide plus talazoparib chez des patients qui ont déjà eu la biratérone. Je vous rappelle que dans l'étude, il n'y avait que 5% de patients qui étaient dans cette situation. Et vous voyez qu'aux États-Unis, ces indications sont réservées aux patients qui ont des mutations HRR ou alors BRCA pour olaparib. Alors, les guidelines de l'ESMO viennent d'être publiés en 2026 pour des patients pour lesquels on ne connaît pas les anomalies génomiques ou alors pour lesquels on n'a pas retrouvé d'anomalies. On voit que l'association anti-PARP plus inhibiteur des récepteurs aux androgènes figure parmi les recommandations, mais avec un niveau d'évidence beaucoup plus faible, et que clairement, quand il y a des mutations, là, on a un bénéfice clair et certain. Et vous voyez qu'il détaille en fonction des mutations. Pour les mutations BRCA, PALB2, CDK12. Donc vraiment, là, pour les recommandations ESMO, on va un peu plus dans les détails pour le type de mutation pour lesquelles on risque d'avoir le plus de bénéfices pour les anti-PARP. Donc c'est BRCA, PALB2, CDK12, et donc ce n'est pas les anomalies HRR de façon générale. Et vous voyez, pour les patients, c'est une situation très rare qui ont un statut MSI. On peut également proposer une immunothérapie. Et voilà, je vous remercie. Merci. Un ou deux questions avant de passer à la dernière communication. C'est bon. Merci, madame. C'est très gentil, merci. Alors, il y a la dernière question. Enfin, je veux dire la dernière communication. Annulée, d'accord, ok. Dans ce cas, bon, si vous avez des questions... On peut faire un petit peu de discussion comme la dernière présentation. Je commence par la première. Alors, je pose la question à madame qui a présenté la SBRT. Alors, du moment qu'il y a une focalisation de l'énergie sur la prostate, et vous dites qu'il y a une toxicité supérieure, pas pour les nerfs, nous on est toxique pour les nerfs, et vous êtes toxique pour l'intestin. Ça suppose qu'il y a plus de fistules urétro-rectales? Oui ou non? Non. Bon, je veux dire que non. C'est beaucoup plus de l'irritation. Donc, dans la pratique de tous les jours, c'est un rectum irritatif. C'est des patients qui vont faire des rectites post-radiques et qui ne sont pas faciles à gérer quand on n'arrive pas à respecter les contraintes de dose. Donc, c'est l'intérêt justement. Parfois, on est obligé de mettre des spacers malgré c'est-à-dire la préparation des patients. Parce que vous aussi, je pense, vous voyez un petit peu les rectums chez les Marocains, c'est pas... Comment, ils ne ressemblent pas au rectum des autres? Non, mais mais nous, c'est notre... je peux vous dire que c'est une bataille journalière, quotidienne, pour préparer un patient, pour le faire traiter correctement. Ah, vous parlez de la préparation. Voilà, la préparation, donc c'est pas évident. Hein. Très bien. Non. Je peux répondre et dire non, parce que, c'est-à-dire, si on veut faire c'est-à-dire le meilleur traitement avec le minimum d'effets secondaires, ça reste la curithérapie. Je pense que si la curithérapie devrait disparaître un jour, ce sont nous, c'est-à-dire les curithérapeutes qui ne font plus le traitement. D'accord ? Donc, il n'y a plus d'expertise dans ce sens. Voilà, donc c'est-à-dire, si on voit un petit peu le paysage au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'oncoradiothérapeutes qui font de la curithérapie. Je pense que c'est la raison pour laquelle la curithérapie, probablement, je parle de l'HDR, je n'ai pas d'expérience dans le bas débit, mais pour le HDR. J'ai une question pour la technique de la SBRT. Vous avez dit c'est lipofractionné.
extrême, 5 Gray, mais normalement, dans les guidelines, vous avez dit qu'il faut 36 Gray, et 5 jours, ça fait 25 Gray. Comment est-ce que vous augmentez ou qu'est-ce que vous faites? Ma deuxième, c'était parfois, j'entends parler des radiothérapeutes qui parlent d'un boost, qui font un boost sur le... Est-ce que vous utilisez les deux techniques? C'est quoi le boost? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, je vais répondre à la première partie. Donc, c'est 5 séances, mais pas 5 Gray par séance, d'accord? On est de l'ordre de 7 Gray. Donc, si on multiplie par 5, on tombe dans le 36,25, d'accord? Ça, c'est pour la première partie. Alors, pour le boost, il y a différentes façons de faire le boost. Déjà, quand on traite, c'est-à-dire on parle de la radiothérapie, dans la radiothérapie conformationnelle, ce qu'on fait, la routine aujourd'hui, l'IMRT, on peut traiter, quand il y a indication de traiter le pelvis, donc on fait une radiothérapie dans le pelvis en totalité à la dose de 46 Gray, d'accord? Si on est sur un fractionnement normal, conventionnel, un boost, c'est un complément de dose à la prostate. Et c'est ce complément de boost qu'on peut faire de différentes manières. Pour arriver à la dose de 78 Gray. On peut le faire selon une technique conventionnelle, on peut le faire par curithérapie HDR dans notre contexte, comme on peut le faire par la radiothérapie stéréotaxique. Et en général, si on le fait par stéréotaxie, il y a des gens qui font une séance de 15 Gray, nous on est un peu plus prudent, d'accord? Donc on fait en général 3 séances de 7 Gray pour arriver à la dose efficace biologiquement. Pour les urologues, moi j'ai noté take-home messages à travers ta communication. Est-ce que je peux dire que pour ces malades-là, on doit obligatoirement obtenir un testing somatique? Si on a le DDR, on va vers la combinaison PARP et ARPI. Si on a le MSI High, on va vers le Pembro, s'il n'a pas reçu de taxane. Et en cas de non-mutation, on se contente du docetaxel, l'utécium, le cabazitaxel, les autres alternatives. C'est juste pour que ça soit clair, parce qu'il y a trop d'informations. Et trop d'informations, comme dit le professeur Kouchani, toute l'information. Alors, pour la mutation, maintenant c'est clair, toutes les recommandations sont d'accord qu'il faut demander le testing somatique et germinal. Alors, si vous ne pouvez pas faire les deux, il vaut mieux faire le somatique, parce qu'il ne rate que 7% du germinal. Et si vous avez une anomalie somatique, vous complétez le germinal pour le screening familial. Par contre, si vous faites que le germinal, vous ratez 50% du somatique. Donc ça, c'est pour traiter le patient. Aujourd'hui, dans un cancer de prostate métastatique, vous voyez que maintenant, il y a même une étude dans la phase hormonosensible, c'est l'étude Amplitude, qui est déjà, et là, l'indication est déjà approuvée aux États-Unis, pas encore du côté européen, mais en tout cas, là, ça va être de plus en plus précoce dans la prise en charge du cancer de prostate. Donc aujourd'hui, les mutations somatiques, dès que le patient devient métastatique, il faut les demander. On a une AMM marocaine qui suit l'AMM européenne, qui dit qu'on peut donner l'association anti-PARP plus ARPI, indépendamment du statut mutationnel. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la mutation ne se développe pas au Maroc. Il faut savoir que la recherche des mutations dans les autres pathologies, comme le sein et l'ovaire, au Maroc, ce n'est pas remboursé, mais on a eu beaucoup le support de l'industrie pharmaceutique qui donnait les testings gratuitement. Donc nous, à l'INO, par exemple, où je travaille, le testing BRCA pour les autres maladies, c'est gratuit. Pour la prostate, il faut payer. Moi, de t'interrompre, le produit est tellement cher, il est plus cher que d'obtenir le testing. Enfin, il est plus logique d'avoir le testing pour voir est-ce que je vais dans le noir ou est-ce que... Tout à fait. Ben, c'est pour ça qu'il faut le demander. C'est quand même 20%, on n'est pas... oui. Donc il faut le rechercher. C'est justement pour cette raison on a le maximum de bénéfices qui est chez ces patients mutés HRR et surtout dans certains sous-types, le CDK12, PALB2, BRCA. Mais juste pour vous dire en fait pourquoi le testing ne décolle pas, c'est aussi parce que l'AMM marocaine a été donnée sur l'AMM européenne qui est celle de le donner chez les patients qui ne sont pas sélectionnés sur la mutation. Mais le bénéfice est clair, est évident et avec un niveau d'évidence beaucoup plus élevé chez les patients mutés. On doit également demander en même temps le MSI.
Alors, le MSI, effectivement, il est beaucoup plus rare. On va le trouver chez 1 à 3% des patients, mais il faut le demander, parce que si on le trouve, ça donne l'efficacité. En fait, le MSI est une indication agnostique de tumeur. Dès qu'on a le statut MSI, quelle que soit la localisation tumorale, c'est prédictif d'une bonne réponse à l'immunothérapie. Il y a des indices pour orienter vers ce dosage, ce dépistage de MSI, high, MSI H. Est-ce que c'est systématique? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de systématique? Ça devrait être systématique. Parce qu'après la résistance, on est devant pratiquement une impasse. Oui, ça devrait être systématique de demander à la fois le MSI, d'ailleurs ça figure dans les recommandations, des MMR, donc le MSI et un séquençage. Si on peut le séquençage génomique complet par NGS, il est disponible au Maroc, à l'INO, à l'Institut national d'oncologie. Il y a un laboratoire d'Anapathé de Biomol qui le fait localement. Et sinon, le MSI, ça se demande facilement, c'est en immunohistochimie. Et bien sûr, on peut toujours le confirmer par PCR. Au moment où ils sont sensibles. Comme ça, on a ça dans le dossier et on sait où on va sur la stratégie. Effectivement, c'est beaucoup mieux. Maintenant, ce qui freine aussi, c'est comme vous avez dit, les antiparp ne sont pas remboursables. Ils sont disponibles au Maroc, on a l'AMM. Il faut savoir qu'on peut demander des remboursements exceptionnels, des dérogations. Il y a la possibilité de passer par l'ANAM et d'avoir des remboursements exceptionnels. Et je pense que pour appuyer le dossier, c'est encore mieux d'avoir le statut mutationnel, parce que vous avez vu des hazard ratios à 0,2. Quand vous avez une mutation BRCA, là, le bénéfice est très, très clair. Très bien, merci beaucoup. Il est 19h. Il est 19h. Je crois que merci pour l'assistance. Alors, je passe la parole au président. À mon tour, je remercie tous ceux qui ont participé à la réussite de ces journées, les membres de l'association, les sponsors, les speakers, les modérateurs, les intervenants nationaux et internationaux, surtout Hervé Baumer qui a fait le déplacement malgré ses engagements. Et avant de conclure, il faut rappeler 3 rendez-vous nationaux. L'AMU, peut-être dans 15 jours, l'AMO aussi, je pense, vers la fin du mois ou début mai. Et les journées de l'hôpital militaire, qu'il faut pas. C'est en juin. Je pense qu'Aziz est là. Et avant de partir, donc on fera une photo collective de souvenirs et on vous donnera rendez-vous, Inch'Allah, pour les 9e éditions.